Nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. Cette phrase inquiétante prononcée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un message vidéo posté il y a plus d'une quinzaine de jours, donnait déjà le ton de la COP27, conférence sur le climat qui se tient depuis lundi jusqu'au 18 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et pour en parler ce matin et évoquer bien sûr les grands enjeux de cette nouvelle conférence, nous sommes en ligne, en direct avec notre invité François Gemène, co-auteur du dernier rapport du GIEC, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors François, on va parler bien sûr de la COP27, je l'ai dit, mais je voulais quand même vous faire réagir à l'actualité récente. Vous l'avez entendu dans le journal, on parle beaucoup de l'Ocean Viking en ce moment, un soulagement teinté d'amertume pour SOS Méditerranée, l'ONG à la recherche d'un port sûr depuis plus de 20 jours pour les 234 migrants qu'elle a sauvés à bord de ce bateau, a réagi à l'annonce donc de l'accueil du bateau à Toulon par la France. Est-ce que vous êtes peut-être en accord avec ce que pense l'association? Quel est votre sentiment général sur cette actualité? Oui, absolument. Cette association fait en réalité le travail que les États devraient faire et quasiment aujourd'hui encore une des seules à vraiment faire appliquer le droit maritime et le droit humanitaire en Méditerranée. Ce qui m'effraie, c'est de voir que l'Union européenne n'a absolument rien appris, n'a tiré aucune leçon de la crise des réfugiés syriens de 2015-2016 et que nous en sommes encore aujourd'hui à devoir nous demander et nous disputer pour savoir dans quel port va pouvoir accoster le bateau, alors qu'il y a des malades à bord, il y a des gens qui sont très très mal en point à bord. Et donc vraiment, je salue la décision de la France d'accueillir le bateau, et c'est évidemment ce qu'il fallait faire, c'est évidemment ce que l'humanité faire. Mais je me désole de voir qu'il a fallu autant de temps, qu'il ait fallu une nouvelle crise diplomatique avec l'Italie, dont l'attitude me semble vraiment assez injustifiable. Et oui, le bras de fer avec Rome est lancé. En tout cas, on suivra ce dossier. Alors, on parle de la COP27 aussi ce matin. Si l'alerte sur le dérèglement climatique est sonnée depuis longtemps, elle a désormais laissé place à des impacts négatifs concrets. Ce n'est pas un secret. Alors, ma première question est celle-ci, François, justement. Est-ce que vous croyez encore honnêtement à l'utilité de toutes ces conférences sur le climat? Ah, j'y crois absolument. Euh, C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix que celui de coopérer. Alors, on peut certainement faire beaucoup de choses pour le fonctionnement de ces COP, mais je crois qu'elles restent absolument nécessaires. Face à un problème global comme le changement climatique, aucun pays ne peut prétendre seul lutter efficacement contre le problème. Et donc, nous sommes condamnés à mettre en commun nos efforts, nous sommes condamnés à trouver des voies de coopération. Et pour cela, il faut bien organiser des réunions à intervalles réguliers. Alors, est-ce qu'il faut organiser ces COP plus souvent, moins souvent? Je ne sais pas. Il faudrait sans doute intégrer d'autres acteurs, notamment des représentants de la société civile, des entreprises ou des municipalités à la table des négociations. Mais nous sommes condamnés à cela. Même aujourd'hui, je crois, c'est que ce sont un peu des machines à produire de la déception, parce que d'une part, nous en attendons trop. Nous pensons qu'elles ont une vocation performative et qu'elles vont pouvoir à elles seules sauver le climat, alors que très clairement, si les États y arrivent les mains vides, la COP ne pourra rien décider. Mm. Et d'autre part, la lenteur s'explique aussi par l'application de la règle du consensus, qui fait que toutes les décisions doivent être approuvées à l'unanimité de 195 États représentés. Ça veut dire que ça avance très, très, très lentement, tandis qu'à côté, le changement climatique galope, et on a donc cette impression permanente de décalage entre l'avancée des négociations et l'avancée très rapide du changement climatique. Oui, déception, donc un petit peu décourageant. L'an dernier, à la COP26, tous les pays signataires s'étaient engagés à réviser annuellement leurs ambitions de réduction de gaz à effet de serre, mais seuls 24 d'entre eux ont joué le jeu. Alors, qu'est-ce qui change concrètement depuis l'année dernière? Est-ce que quelque chose a changé véritablement, François Gemène? Oui, la situation s'est considérablement détériorée. C'est-à-dire qu'alors on peut dire qu'on pouvait être raisonnablement optimiste après la COP26, qui évidemment n'avait pas tenu toutes ses promesses, mais c'est toujours le cas, mais qui marquait néanmoins quelques avancées, quelques progrès, la situation internationale s'est considérablement détériorée. Et depuis, il y a évidemment la guerre en Ukraine qui isole la Russie et ses alliés. Il y a aussi la rupture du partenariat stratégique sur le climat entre la Chine et les États-Unis, suite à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan cet été. Et puis, évidemment, la crise énergétique qui prend beaucoup d'États à la gorge, qui contraint certains à rouvrir des centrales à charbon. Et donc, ces trois éléments de détérioration du contexte international
effectivement, me font craindre des reculs majeurs. Il faut bien se rendre compte que l'accord de Paris repose sur un modèle de coopération internationale unifiée où les engagements volontaires des uns sont liés, sont alignés sur les engagements des autres. Et donc, c'est un édifice très, très fragile. Tout pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Il suffirait que Vladimir Poutine donne une chiquenaude dans le château. Et donc, mon principal espoir pour cette COP, c'est, même si ça paraît terrible à dire, c'est pas sur rien. Hmm. Qu'on évite tout recul majeur, qu'on évite un éclatement de la coopération internationale. Oui, alors justement, vous parlez de la guerre en Ukraine. C'est vrai que cette COP27 est percutée par des tensions géopolitiques grandissantes. C'est l'une des principales différences aussi, peut-être par rapport à la COP26 l'an dernier. La guerre en Ukraine, donc, qui a éclaté en février dernier, c'est quelque chose évidemment qui est pris en compte. Il y a des acteurs très puissants qui peuvent réagir, notamment la Chine. La Chine qui, dans un contexte d'inflation des prix des carburants, soutient sans ambiguïté toujours sa production de charbon, notamment. Ça, c'est aussi un gros problème. Tout à fait. On se rend compte évidemment que beaucoup de ces nations dépendent de la position de la Chine. Position de la Chine qui, d'un côté, continue à ouvrir de nombreuses centrales à charbon pour répondre à la demande énergétique de sa population, mais la Chine qui, d'un autre côté, investit massivement aussi dans les énergies renouvelables et dans les véhicules électriques. Euh, La Mm. soutient encore du bout des lèvres la Russie dans le conflit ukrainien, qui est désormais fâché avec les États-Unis sur la question de Taïwan. Comment va se comporter la Chine et donc comment vont se comporter toute une série de pays qui attendent aussi la décision de la Chine et qui suivent la décision de la Chine? C'est une très bonne question, notamment au niveau des pays africains, bien entendu. On Bien sait sûr, que cette ouais. COP va donner plus de voix sans doute aux pays africains, mais on sait que beaucoup sont dépendants à la fois de la Chine pour des questions d'investissement et de la Russie pour des questions de sécurité alimentaire. Et donc, Bien, comment vont réagir ces pays dits non alignés? C'est une des grandes questions aujourd'hui de la COP. Bien sûr, puisque cette année, la COP est donc accueillie et présidée par l'Égypte, pays d'Afrique au poids géopolitique très important. De nombreux pays de ce continent et plus largement les pays en voie de développement sont directement concernés par ces changements climatiques et pourraient profiter bien, de cette conférence pour faire entendre leur voix, même si finalement on l'entend assez peu, François Gemène. Effectivement, c'est un espoir des pays africains, c'est que toute une série de dossiers qui sont très importants pour eux soient davantage examinés. L'an dernier, la COP avait lieu en Écosse, à Glasgow, et c'était largement concentré sur la question des émissions de gaz à effet de serre. Les pays africains espèrent cette année que la COP fera une plus large place à leurs revendications, en particulier en matière d'adaptation aux impacts du changement climatique et en matière de compensation financière pour les pertes et dommages qu'ils subissent. Alors par ailleurs, à la COP27 cette année, le président de la République, le président français, a mis en avant la Grande Muraille Verte, un projet à cheval sur 11 pays, du Sahel à la Corne de l'Afrique, lutter contre la désertification et la dégradation des terres au sud du Sahara. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant aussi le coût que représente cette opération, environ 19 milliards d'euros? J'y suis assez favorable. En réalité, c'est maintenant que nous avons d'investissements majeurs pour lutter contre le changement climatique. Si nous ne faisons pas maintenant ces investissements et si nous ne passons pas à la vitesse supérieure, nous allons nous en mordre les doigts plus tard. Et donc ce projet de grande muraille verte, effectivement, est à la fois un projet qui est important pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, puisque les arbres ont une partie significative du CO2 de l'atmosphère, mais aussi pour lutter contre la désertification et la dégradation des sols dans la région. On sait que la dégradation des sols est aujourd'hui un des facteurs majeurs de migration et de tensions et de conflits dans la région. Et donc, effectivement, ce projet peut contribuer à lutter contre cela. Et plus globalement, il est vraiment fondamental que les États industrialisés comprennent la nécessité impérieuse d'investir dans les pays du Sud, à la fois pour les aider à amorcer leur transition énergétique, mais aussi pour les aider à s'adapter aux conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, chacun a volontiers tendance à regarder son propre nombril, ses émissions territoriales de gaz à effet de serre. Il faut comprendre que l'action des pays les plus responsables doit dépasser leurs frontières nationales, qu'il est absolument urgent d'aider les pays du Sud et d'y investir. Sinon, ils risquent de prendre la même trajectoire de développement que la nôtre, une trajectoire de développement carboné,
ce qui Oui. réduira à néant toute une série d'efforts qu'on a pu réaliser dans le passé. Oui, la France veut baisser sa neutralité carbone. Est-ce que c'est encore jouable, François? Je crois que c'est encore jouable, mais il va falloir y mettre les moyens. Et pour le moment, on n'a pas l'impression que le gouvernement souhaite y mettre les moyens. Une des voies d'acquitaire en France pour arriver à cela, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Au rythme actuel, il faudrait plus de 100 ans pour rénover toutes les passoires énergétiques qu'il y a en France. Et donc, il faut vraiment mettre le turbo là-dessus. Et on n'a pas l'impression que le gouvernement souhaite s'y mettre. Je ne comprends pas ce qui retient le Oui. gouvernement sur cet aspect. Il y a aussi évidemment la question du transport sur laquelle on attend encore des décisions fortes et la question de l'agriculture. Très souvent, la France s'abrite un peu derrière son énergie nucléaire et derrière le fait que la grande majorité de son électricité soit décarbonée pour ne pas voir les autres secteurs de son économie qu'il est urgent de décarboner. Alors une dernière question, François Gemène, je voulais vous faire réagir quand même à ce qui se passe dans notre pays depuis maintenant quelques semaines. Vous avez plaidé récemment pour une meilleure mise en valeur des minorités agissantes. Donc vous l'avez dit, il faudrait que des entreprises participent notamment à cette COP27, fassent entendre leur voix. Mais à quoi et à qui faisiez-vous référence? Et je voulais aussi notamment vous poser la question par rapport à ces personnes, la désobéissance civile, ces personnes qui ont jeté de la peinture sur des œuvres d'art à Paris. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est utile de faire ce genre de choses? Non, malheureusement, je ne pense pas que ce soit utile dans l'état où nous sommes aujourd'hui et je crains même que cela puisse être contre-productif et que ça puisse éloigner pas mal de gens de la lutte contre le changement climatique. Vous savez, il y a déjà tellement de gens, tellement de voix aujourd'hui, tellement d'intérêts industriels ou politiques qui essayent de décrédibiliser la lutte contre le changement climatique. Je ne voudrais pas qu'on leur donne des munitions supplémentaires. Alors je comprends évidemment la colère, je comprends la frustration et je la partage des activistes qui ont fait cela, mais je crois vraiment besoin de passer à l'étape d'après désormais. Je pense que l'alerte a été largement entendue. 86% des Français se disent très concernés par le changement climatique. Le changement climatique lui-même, via ses impacts, nous rappelle l'urgence qu'il y a à agir. Et je pense vraiment, il ne faut plus crier au feu, il faut essayer d'éteindre l'incendie. Et donc, si on continue à crier au feu pour la population, j'ai peur que ça nous ramène en arrière à une époque, il y a 10 ou 15 ans, où il fallait encore sonner le tocsin. Aujourd'hui, il faut agir et il y a déjà des choses qui se passent dans la société, dans les collectivités, dans les entreprises. Il me semble qu'on a à soutenir ce qui est en train de se passer, à amplifier le mouvement, plutôt qu'à dire que rien ne se passe jamais et que rien n'est fait, parce que ça va finir par créer de la désespérance. Toute la société doit être mise en mouvement. C'est le message, en tout cas, que vous souhaitiez faire passer ce matin. Merci beaucoup, François Gemène, d'avoir été avec nous, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Bientôt.